Je me cache dans l'ombre et observe. Après un rapide conciliabule, les deux hommes entrent à leur tour. Je lève les yeux vers les fenêtres condamnées du premier étage. L'entrepôt semble désaffecté. Une pancarte en interdit l'accès aux intrus. J'avance prudemment et constate que la porte est entrebâillée. Je me glisse à l'intérieur. Le temps que mes yeux s'habituent à l'obscurité, je fais appel à mes autres sens. Le plancher craque, une odeur de cire brûlée parvient à mes narines, et je distingue une faible lueur sur ma gauche par l'embrasure d'une porte. Je m'approche et risque un coup d'œil dans la pièce. La fille est agenouillée devant une table de fortune, le visage éclairé par la flamme tremblante d'une bougie. Son campement improvisé comprend un sac de couchage, quelques provisions et un réchaud. Comme elle bataille pour ouvrir une conserve récalcitrante, elle n'entend pas les deux types. Je suis sur le point de crier pour l'avertir quand elle pivote et se retrouve face à eux avec un ouvre-boîte, comme seule arme. « Ici c'est chez moi, » dit-elle. « Fichez le camp. » Je renonce à intervenir, j'ai envie de voir ce qui va suivre, de découvrir ce qu'elle vaut. Un des types éclate de rire. « On fait que passer, chérie. Je vous ai invité ? » ?»« Non, mais on dirait que t'as besoin de compagnie. Et toi, on dirait que t'as besoin d'un cerveau. » Pas très malin de sa part. La colère et le désir sont un cocktail explosif chez un homme. Tandis que la gosse impassible brandit toujours son arme dérisoire, les deux types s'élancent. Je m'apprête à bondir, mais elle me devance. Son pied vient frapper l'un d'eux au sternum, un geste inélégant mais efficace. Les mains pressées sur la poitrine, l'agresseur peine à reprendre son souffle. Avant que son complice ne réagisse, la fille fait volte-face et lui plante l'ouvre-boîte dans la tempe. Il recule en hurlant. La situation devient fichtrement intéressante. Le premier agresseur, ayant repris ses esprits, se rue vers elle et la renverse. Elle lui décoche un coup de poing au menton, mais la fureur a rendu le type insensible à la douleur, et il parvient à l'immobiliser en l'écrasant de tout son poids. Puis l'autre agrippe ses poignets et lui plaque les bras au sol. Elle est une combattante née, mais sa jeunesse et son inexpérience ont causé sa perte. Le premier type tire brutalement son jean sur ses hanches maigres. Son érection est visible à travers son pantalon. Un homme n'est jamais aussi vulnérable que sous l'empire du désir. Occupé à défaire sa braguette, il ne m'entend pas approcher avant de comprendre ce qui lui arrive. Il se retrouve par terre, la mâchoire brisée. L'autre lâche la fille et se dresse devant moi comme un ressort, mais je suis plus rapide. Avec un cri aigu, il s'effondre tel un buffle trop lourd et trop stupide pour survivre à l'attaque d'un tigre. Son bras forme un angle bizarre avec son corps. Je m'approche de la fille et la relève. « Tu n'es pas blessée ?» Elle remonte son jean et me regarde d'un air effaré. « Vous êtes qui ?» ?»« Je te le dirai plus tard. Filons. »« Ces types, qu'est-ce que vous leur avez mis ? Tu veux que je t'apprenne à en faire autant ? Putain, ouais !» Je jette un coup d'œil aux deux hommes qui se tordent de douleur et poussent la gosse vers la porte. Première leçon, savoir fuir quand il est temps. Viens. Pour une gamine aussi frêle, elle a un appétit de loup. Je la regarde engloutir 3 tacos au poulet et une pleine assiette de purée de haricots rouges qu'elle fait descendre avec un grand verre de coca. Elle voulait manger mexicain, alors nous avons atterri dans un café décoré de señoritas aux couleurs criardes, où des haut-parleurs crachent de la musique de mariachi. Si ses traits trahissent ses origines chinoises, ses cheveux presque ras et son jean déchiré sont 100% américains. Ce n'est pas une créature civilisée que j'ai en face de moi, mais un animal sauvage qui aspire bruyamment les dernières gouttes de son coca avant de croquer les glaçons. Je commence à douter du bien fondé de ma décision. Elle est déjà trop âgée pour apprendre et trop rebelle pour se plier à une quelconque discipline. Je ferais mieux de la renvoyer dans la rue, si c'est ce qu'elle veut, et de trouver un autre moyen d'atteindre mon objectif. Mon regard tombe alors sur les cicatrices qui marquent les jointures de ses doigts, et je repense à la manière dont elle a affronté ses 2 agresseurs.
pour un peu, elle en venait à bout toute seule. Elle a un sens inné du combat et ignore la peur, deux qualités qui ne s'acquièrent pas par l'enseignement. Je lui demande « Tu ne te souviens pas de moi ?» Elle pose son verre et me dévisage longuement. Pendant une seconde, elle paraît me reconnaître, puis elle secoue la tête. J'ajoute « Il s'est écoulé beaucoup de temps. 12 ans. Une éternité pour une gosse de son âge. » Pas étonnant que votre tête me dise rien, marmonne-t-elle. Elle plonge la main dans sa poche, en sort une cigarette et l'allume. Tu pollues ton corps, peut-être, mais c'est le mien, réplique-t-elle. Plus maintenant, si tu veux que je t'entraîne. Je me penche par-dessus la table et lui arrache la cigarette des lèvres. Tu vas devoir changer d'attitude et me montrer du respect. On croirait entendre ma mère. J'ai connu ta mère, à Boston. Elle est morte. Je sais. Elle m'a écrit le mois dernier pour m'annoncer qu'elle était très malade et qu'il lui restait peu de temps à vivre, c'est pourquoi je suis là. J'ai alors la surprise de voir briller des larmes dans ses yeux. Elle détourne vivement la tête comme si elle avait honte. En la découvrant si vulnérable, je pense soudain à ma propre fille. Ma vision se brouille. Elle était plus jeune qu'elle quand je l'ai perdue. Je ne me cache pas. C'est le chagrin qui a fait de moi ce que je suis et forgé ma résolution. J'ai besoin de cette gosse autant qu'elle a besoin de moi. Il m'a fallu des semaines pour te retrouver, lui dis-je. J'en avais marre du foyer, je suis mieux toute seule. Si ta mère te voyait, elle en aurait le cœur brisé. Elle n'avait jamais une minute pour moi. Peut-être parce qu'elle cumulait 2 emplois afin de t'élever, parce qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Elle se laissait marcher dessus par tout le monde. Je l'ai jamais vue tenir tête à quelqu'un, même pas pour me défendre. Elle avait peur. Elle était lâche, oui. Son ingratitude excite ma colère. Ta mère a souffert au-delà de tout ce que tu peux imaginer, dis-je, plantant mon regard dans le sien. Et tout ce qu'elle a fait dans sa vie, elle l'a fait pour toi. De dépit, je lui jette sa cigarette au visage. Elle a beau être forte et intrépide, elle n'a aucun sens de l'honneur familial. Elle manque à ses devoirs envers ses parents défunts. Sans ce lien qui nous unit à nos ancêtres, nous ne sommes que des grains de poussière flottant dans le vide, seuls et sans attache. Je règle la note et me lève. Je te souhaite de comprendre un jour l'importance du sacrifice que ta mère a consenti pour toi. Vous partez ? Il n'y a rien que je puisse t'apprendre. Pourquoi m'avoir cherché alors ? Je pensais que tu serais différente. J'espérais trouver en toi un terrain propice et te convaincre de m'aider. À faire quoi ? Comment répondre à sa question ? Le silence se prolonge, uniquement troublé par les crachotements métalliques de la musique. Tu te souviens de ton père ? Finis-je par dire. Tu sais comment il est mort ? J'ai pigé, murmure-t-elle, en me regardant droit dans les yeux. Si vous êtes là, c'est parce que ma mère vous a parlé de lui dans sa lettre. Ton père était un homme bon. Il t'aimait. Par ta conduite, tu déshonores sa mémoire et celle de ta mère. Tiens, dis-je en jetant une liasse de billets sur la table, en souvenir de tes parents. Quitte la rue, retourne à l'école. Là, au moins, tu ne seras pas obligé de te défendre contre les violeurs. Je tourne les talons, m'éloigne de la table. Elle me rattrape avant que je n'atteigne la porte. « Hé, vous allez où ?»« Chez moi, à Boston. »« Je me souviens de vous maintenant, et je crois savoir ce que vous voulez. » Je l'observe un instant. « Tout ce que je veux, c'est ce que tu devrais vouloir, toi. » Qu'est-ce que je dois faire ? Mon regard glisse sur ses épaules maigres, ses hanches si étroites qu'elles retiennent à peine son jean. Le problème n'est pas de faire, mais d'être. Lentement, je m'approche d'elle. Jusque-là, je ne lui inspirais aucune crainte. Après tout, je ne suis qu'une femme. Mais ce qu'elle lit dans mes yeux la fait reculer. « Ah, tu as peur ?» dis-je d'une voix à peine audible. Cet écervelé relève le menton et me lance d'un air de défi. « Non ?»« Eh bien, tu devrais. »